Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors après un an de crise, 90 000 personnes sont donc mortes du Covid en France. Dans ce contexte, la campagne de vaccination qui s'accélère suscite un certain nombre d'interrogations. L'Europe a-t-elle joué pleinement son rôle ? Les laboratoires et notamment AstraZeneca tiennent-ils leurs engagements ? L'objectif de vacciner l'ensemble des Français qui le souhaiteront à la fin d'été est-il tenable ? Ou encore faut-il imposer un pass sanitaire ? Reste aussi une forme d'usure des Français, d'une colère d'une partie de la jeunesse. Comment y répondre et comment envisager la France, la vie économique et la vie industrielle d'après-crise ? Et alors on va commencer, si vous le voulez bien, par les interrogations autour du vaccin AstraZeneca. AstraZeneca qui ne livrera a priori que 100 millions des 300 millions de doses promises à l'Europe. Que se passe-t-il avec ce laboratoire anglo-suédois ? Ce qui se passe avec ce laboratoire anglo-suédois, c'est qu'il ne respecte pas ses livraisons. Il ne respecte pas ses livraisons parce qu'il a des difficultés d'industrialisation, ce qu'on peut entendre. Là où nous sommes très mal à l'aise et très en colère, c'est qu'il n'arrive pas à améliorer son calendrier de livraison. Et au fond, sa responsabilité est désormais engagée. Autant Moderna et BioNTech Pfizer ont eu à certains moments des petits ralentissements dans leur livraison, mais aujourd'hui, ils sont au rendez-vous et à la fin du premier trimestre, ils auront livré toutes les doses auxquelles ils s'étaient engagés à livrer. Pour ces deux laboratoires, ils ont tenu leurs engagements. Ils ont tenu leur engagement tout à fait vis-à-vis de l'Europe. Ils ont livré toutes les doses qu'ils devaient livrer au premier trimestre et ils ont été parfaitement transparents à chaque fois qu'ils avaient une difficulté. Et AstraZeneca donc ? AstraZeneca, à la fin du premier trimestre, nous aurons seulement 25% des doses livrées. On peut comprendre que dans un processus industriel aussi complexe, et je rappelle que la fabrication de vaccins, la mise au point et l'industrialisation de vaccins dans des quantités aussi importantes est une prouesse technologique et industrielle extraordinaire. De l'avoir réalisé en un an, à peine. Exactement. Néanmoins, lorsque vous vous engagez à livrer une certaine quantité et qu'au bout de 3 mois, vous êtes à 25%, c'est votre responsabilité qui est engagée. Celle des dirigeants, celle du conseil d'administration, celle de l'entreprise. Alors, 2 questions qui sont consécutives à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il s'agit d'une entourloupe d'AstraZeneca visant à servir en premier la Grande-Bretagne d'abord ? C'est un sujet sur lequel nous devons avoir plus de visibilité. Et en tout état de cause, moi, mon sujet n'est pas de savoir c'est la faute à qui. Mon sujet est d'avoir des doses et d'avoir les doses qui correspondent au contrat. Donc, soit AstraZeneca a gonflé sa capacité industrielle, soit AstraZeneca a livré des doses là où elles n'auraient pas dû être livrées, mais en tout état de cause, à la fin, l'enjeu de l'Europe est de faire respecter ce contrat et de demander un plan d'action correctif dans les plus brefs délais pour qu'AstraZeneca reconverge vers ses engagements. Quand vous dites des doses qui ont été livrées où ce n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu une surlivraison de doses en Grande-Bretagne sans doute ? Je ne saurais pas vous le dire parce que nous n'avons pas totalement la visibilité sur cette situation. Vous savez qu'en Italie, l'Italie a bloqué des doses qui étaient à destination pas du Royaume-Uni d'ailleurs, d'un autre pays. Nous savons que les doses, puisque nous avons envoyé une inspection sur l'usine belge, ne sont pas parties vers le Royaume-Uni, mais cela n'empêche pas de s'interroger, par exemple, sur les livraisons qui sont parties depuis l'usine d'Alix, qui, elle, est dans un autre pays européen, et de demander à AstraZeneca de prendre toutes les mesures pour respecter son contrat. Alors, il y a aussi 30 millions de doses bloquées aux États-Unis, des doses qui ne servent pas parce que pour l'instant, le vaccin AstraZeneca n'est pas autorisé aux États-Unis. Va-t-il y avoir un accord avec les États-Unis, avec le président Biden, pour que tout ou partie de ces doses bloquées, 30 millions de doses, soit réexportées vers l'Europe ? Nous sommes en contact avec l'administration américaine au niveau français, au niveau allemand et au niveau de la Commission européenne pour effectivement ouvrir un dialogue pour être le plus efficace possible. Parce que rien ne serait pire, à l'inverse, que chaque pays se referme sur son pays national en pensant que fermer les frontières va lui permettre de vacciner plus vite. La vérité est ailleurs, parce que l'Europe est dépendante des États-Unis pour certains éléments, mais les États-Unis sont dépendants de l'Europe
pour la production de leurs vaccins. Il y a un certain nombre de composants qui viennent dans la fabrication des vaccins, voire le principe actif de certains de leurs vaccins qui sont aujourd'hui produits en Europe. Et donc, il faut, de manière très claire, fluidifier le suivi de la production de ces vaccins pour que le maximum de doses soit délivré sur l'ensemble des 2 continents. Ça veut dire que vous envisagez, vous pensez, vous espérez, vous croyez que ça peut survenir, un accord avec le président Biden autour de ces 30 millions de doses? De toute façon, il y aura une coopération sur la production de vaccins. Nous avons des tensions sur les flacons, sur les capsules, en aluminium, sur les seringues également, sur les bouchons. Une partie de la production est en Europe, une partie de la production est aux États-Unis. Chacun est interdépendant de l'autre. Donc, nous aurons matière à trouver des accords qui soient des accords intelligents et qui permettent de vacciner le plus rapidement possible nos populations. Ça veut dire accord donnant-donnant, gagnant-gagnant. Exactement. Il faut que ça aille dans les 2 sens. Ça aille dans les 2 sens et il ne faut pas perdre de vue le reste du monde parce que le virus ne connaît pas de frontières. Et tant qu'il y aura la capacité à avoir un virus qui circule et des variants qui peuvent être créés, nous n'aurons pas gagné la guerre. Et c'est pour ça que le président de la République est personnellement engagé aussi pour qu'on livre les pays en développement, des pays à bas revenus qui n'ont pas aisément accès aux vaccins. Et est-ce que vous avez la guerre, elle doit être mondiale. Et notamment vers l'Afrique. Et notamment vers l'Afrique, en particulier les soignants en Afrique qui constituent la première ligne et qui sont les personnes les plus fragiles, sachant que l'Afrique a, je dirais, un avantage par rapport aux pays européens et aux États-Unis. Ils ont une population beaucoup plus jeune, donc qui souffre moins ou développe moins de formes graves. Est-ce que j'ai entendu ce que vous avez dit il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'un accord peut survenir avec AstraZeneca pour que cette baisse des exportations et des livraisons puisse être corrigée assez rapidement? Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a des mesures qui peuvent être prises et permettre de corriger une partie de cette sous-exportation. Je ne pense pas tout parce que AstraZeneca, encore une fois, a eu des difficultés de développement industriel. Et ça, on peut l'entendre. Ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il faut faire preuve de transparence sur les informations qui sont communiquées à la Commission européenne et qu'il faut trouver des plans d'action correctifs. Et quand vous dites « je pense que ça peut intervenir », d'ici combien de temps? Ça peut être corrigé puisque... C'est un travail sur lequel on est à l'œuvre avec Thierry Breton. On se parle quasiment tous les 2 jours pour voir comment accélérer les choses. Je dirais que dans la perspective de la fin du mois, notre objectif est que les livraisons annoncées soient tenues. Fin du mois de l'objectif de mars. L'objectif combien de la vaccins fin. AstraZeneca d'ici la fin du mois de mars? Alors vous allez en avoir. Il y en a déjà plus de 3 millions qui ont été 2,7 millions qui ont été livrés. Il y en aura 3 millions à la fin du mois. Et en avril? Et en avril, on sera au-delà de 4 millions de doses cumulées livrées à la fin du mois d'avril. Au lieu de 25%, vous faites le calcul, vous multipliez par 4. Donc au lieu de 4 fois ça fait 16 millions. Oui, tout à fait. Au lieu de 16 millions. Et alors, par rapport l'avantage qu'on a, c'est que comme on a anticipé ces difficultés, nous avons travaillé notamment avec BioNTech Pfizer qui va livrer plus de doses qu'attendu initialement dans son contrat. Justement, c'est la question. Donc en fait, notre enjeu, c'est d'équilibrer les pertes de chance d'un côté avec certains vaccins par des bonnes nouvelles avec d'autres vaccins. Ce qui nous permet d'être confortable par rapport au calendrier annoncé par le Premier ministre. 10 millions de personnes vaccinées 1 ou 2 fois au mois le 15 avril. Oui. 20 millions en mai et 30 millions fin juin. Et l'ensemble des Français qui le souhaiteront à la fin de l'été. À la fin de l'été pourront être vaccinés. C'est encore un objectif que vous réitérez aujourd'hui. C'est un objectif qu'on peut réitérer parce que avec les augmentations de livraison de BioNTech et Pfizer, qui aujourd'hui a fait la démonstration qu'ils étaient toujours au rendez-vous de leur engagement, nous sommes effectivement confortables. Et puis, comme vous le savez, au fur et à mesure du temps qui passe, de nouveaux vaccins arrivent sur le marché, sont produits. C'est le cas de Janssen, c'est probablement le cas de Novavax à partir du mois de juin aussi, c'est le cas de CureVac à partir du mois de juin. Donc plus les semaines passent, plus le volume de doses de vaccins arrivant en Europe sera important. Et donc vous considérez que les doses qui ne seront pas livrées par
AstraZeneca seront compensées par celles qui seront livrées par les autres Par laboratoires. rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, tout à fait, puisque nous avions fixé des objectifs qui étaient inférieurs à notre potentiel de livraison théorique, puisque notre enjeu est de vacciner le plus rapidement possible les Français, mais également d'organiser de manière efficace la vaccination et donc de ne pas partir sur des hypothèses théoriques qui ne fonctionneraient pas. Alors parmi les autres vaccins, il y a le vaccin Johnson & Johnson. Le directeur scientifique de ce laboratoire annonce aujourd'hui, c'est dans le JDD, la livraison des premières doses de son vaccin dans un mois. Sur combien de doses table la France ? Alors aujourd'hui, nous tablons sur 1 million de livraisons au mois d'avril, mais pour le coup, Johnson & Johnson n'a pas confirmé ces chiffres. Donc, nous confirmons des livraisons en avril, ce qui est une bonne chose, mais il faut avoir le détail des livraisons et le détail des dates de livraison. C'est pas tout à fait la même chose d'être livré le 15 avril ou d'être livré le 30 avril. Et qu'est-ce qu'il en est du flaconnage des vaccins Pfizer par les laboratoires français ? Alors, le démarrage des productions va avoir lieu fin mars, début avril. Là encore, tout est en place sur Moderna et sur Pfizer-BioNTech, en l'occurrence BioNTech. L'enjeu, c'est que ces deux laboratoires livrent bien le principe actif au bon moment pour que les chaînes de production puissent démarrer. Et donc, nous accompagnons les laboratoires. Je veux redire une chose, si ces productions sont possibles en France aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement s'est mobilisé au mois de juin dernier pour accompagner la montée en capacité de ces productions et la cofinancer aux côtés de ces entreprises. Alors, la France est quand même le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas avoir mis au point un vaccin anti-Covid, jusqu'à présent. Voilà. Jusqu'à présent. Alors, pourquoi la France ? Pourquoi les laboratoires français, en l'occurrence Sanofi et Pasteur, ne sont pas au rendez-vous ? Comment vous expliquez l'échec total de Sanofi, en tout cas pour l'instant ? Certains parlent d'une tiers-mondisation de la France et éventuellement de la recherche française. Est-ce que c'est juste ? Alors, et je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie. Voilà, je vais donner un chiffre. Il est assez frappant de voir que ceux qui critiquent aujourd'hui étaient ceux qui étaient aux affaires il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc vous parlez de la droite et de la gauche. Tout à fait. Et j'observe un chiffre. La part de marché mondiale de la France dans la fabrication de produits pharmaceutiques a été divisée par deux entre 2005 et 2015. Et quand aujourd'hui, nous devons fabriquer des vaccins en France... Donc 2005-2015, ça veut dire présidence Jacques Chirac, présidence Nicolas Sarkozy, et c'est seulement 1 an de la présidence Hollande. 2015 ? Non, je rappelle que... Excusez-moi, 3 ans. C'est 3 ans de la présidence Hollande. 3 ans. Et ça, bon. 3 ans de la présidence Donc, Hollande. Voilà. Les 3 présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande. Voilà. Donc, très concrètement, lorsqu'on n'investit pas dans le médicament, lorsqu'on en fait la variable d'ajustement des budgets de santé, lorsqu'il est, je dirais, chic de dire dans les prises de position qu'on ne doit pas financer les grands laboratoires, il se passe exactement ça. Aujourd'hui, si nous sommes en capacité de produire 4 vaccins en France, parce que c'est ce qui va se passer, nous allons produire du Moderna, vous l'avez évoqué. Nous allons du flaconnage des vaccins. Oui, mais le flaconnage, c'est une opération très complexe. C'est formulation et flaconnage. Et sans ces doses qui seront produites en France, vous effondrez la production européenne. Donc, la France prend une part importante à la production des vaccins en Europe. Plus le vaccin Sanofi donc, qui est prévu depuis 1 an. Moderna, CureVac, Pfizer, BioNTech et Sanofi, vous avez 4 des premiers vaccins qui vont être fabriqués en France et nous continuons à travailler sur d'autres options. Parce que nous avons mobilisé de l'argent public, nous avons au mois de juin et de juillet appelé tous les sous-traitants en matière de santé pour voir qui était capable de faire ce travail-là, et nous les avons accompagnés. Et il est assez frappant aussi de dire que Sanofi a augmenté sa recherche et développement parce que nous les avons poussés à le faire. 2 milliards d'euros par an en France à partir de cette année. Parce que nous les avons poussés à le faire, que Sanofi réinvestit la France avec une usine de vaccins qui arrivera en 2023. Après avoir annoncé un plan social. Non, c'est pas un plan social. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est pas un plan social. C'est un plan de départ volontaire sur les parties de santé, oui, mais par des départs volontaires, c'est-à-dire aucun départ contraint, et qui touchera les disciplines
sur lesquels ils se désengagent, qui n'ont rien à voir avec les vaccins. Là encore, j'entends beaucoup d'amalgame. Lorsque vous êtes en cardio, vous ne fabriquez pas des vaccins. Donc, attention à ne pas tout mélanger. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est parce que ce gouvernement s'est mobilisé que nous sommes en train de redévelopper une industrie du vaccin et plus largement du médicament. Alors, pour redévelopper cette industrie du vaccin et du médicament, est-ce qu'il faut rapprocher le privé, les investisseurs privés et le public ? Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus grande fluidité entre recherche publique et recherche privée. C'est ce que nous montre d'ailleurs la réussite des vaccins, parce qu'il est frappant de regarder que ce n'est plutôt pas des grands laboratoires en réalité. Plutôt des BioNTech, c'est une biotech. Alors, c'est une start-up qui a 15 ans d'existence, donc c'est une start-up ancienne, assez solide. Mais Moderna, c'est plutôt une start-up. Moderna, c'est une biotech aussi. On a évoqué aussi Valneva, par exemple, qui est une entreprise de 500 personnes, donc ce n'est pas non plus une start-up, mais une entreprise de taille intermédiaire. Donc, l'agilité de ces entreprises est permise par une plus grande fluidité entre la recherche publique et la recherche privée. C'est ce que nous avons mis en œuvre avec la loi Pacte, où nous avons brisé un tabou en rendant possible le passage de la recherche publique vers la recherche privée pour monter une entreprise lorsqu'on a trouvé quelque chose. La deuxième chose que nous faisons, et c'est Frédéric Vidal qui l'a porté, c'est une loi qui va augmenter massivement les moyens de la recherche publique. 25 milliards d'euros, soit 2,5 milliards d'euros par an en France. Mais ça aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Et vous dites c'est à cause de ceux qui vous ont précédé ? Je pense qu'il n'y a pas de doute sur la question lorsque vous regardez l'évolution de la France en matière de produits de santé, l'évolution de l'Allemagne. Parce que là, ce n'est pas les coûts européens ou ce n'est pas un mouvement général de délocalisation comme on peut l'observer dans d'autres secteurs du jeu. Donc vous dites les critiques qui nous sont adressées. Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrites et que je préfère les gens qui travaillent, comme nous le faisons, et qui réinvestissons fortement dans la santé, et j'ose espérer qu'au prochain projet de loi de finances de sécurité sociale, nous n'aurons pas de difficultés, de même que lorsque j'entends des critiques sur le crédit impôt recherche, pour comprendre que si on veut avoir des produits technologiques, il faut investir massivement dans la recherche publique et privée. Alors, est-ce que vous... D'ailleurs, comme c'est fait aux États-Unis, Et évidemment, je veux dire, l'exemple des États-Unis est quand même un exemple éclatant. Et au Royaume-Uni est un exemple éclatant de réussite parce qu'on n'oppose pas le secteur public et le secteur privé. Au contraire, on investit dans les deux et on les fait travailler ensemble. Alors, est-ce que vous considérez, toujours sur le vaccin, que comme pour la grippe, il faudra se faire vacciner chaque année contre le Covid, contre la Covid ? Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de porter des... Mais l'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est effectivement qu'il est probable qu'on ait besoin de rappel. Est-ce que c'est tous les ans ou est-ce qu'un rappel suffira ? Je ne suis pas en situation de vous le dire et personne n'est en situation de vous le dire parce qu'il faut regarder dans le temps long combien de temps vous gardez votre protection. Donc ça veut dire, parce que si je vous posais cette question, si pour vous en poser une autre, combien de vaccins il faudra avoir à terme et par an en Europe et dans le monde pour immuniser la population non seulement française, européenne, mais aussi mondiale ? Vous avez 4 grandes zones de production. L'Europe, les États-Unis, la Chine et l'Inde. C'est vraiment les gros porteurs. L'Europe va produire plus de 2 milliards de vaccins cette année. Donc, les capacités industrielles que nous sommes en train de mobiliser se mettent en place et vont être en capacité d'accompagner non seulement la vaccination des Européens, mais une partie de la vaccination mondiale. Alors, on précise les choses quand vous dites cette année, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année 2021. D'ici à la fin de l'année, bien sûr. Voilà. Avec une montée en puissance que l'on voit, puisque vous voyez que le nombre de doses que nous avons eues en janvier-février sera multiplié par 3 en mars-avril, grosso modo. Donc, on a effectivement une montée qui est très forte. Et quand Sanofi, par exemple, produira à la fois, je ne parle même pas de son vaccin, qui est en cours de développement et qui continue à progresser, sur lequel on aura les premiers résultats fin avril, mai-juin. Il y a un deuxième vaccin, parce que Sanofi a 2 vaccins qui sont toujours en liste. Mais si vous prenez le coup de main qu'ils vont donner à Johnson & Johnson et à BioNTech, ça va être de l'ordre de 27 à 30 millions de doses par mois qui seront produites, qui sortiront des chaînes de production de Sanofi. Ça sera pour l'Europe, on est d'accord. Et ça sera effectivement pour l'Europe. 15% pour la France. Exactement. 15% pour la France. Et donc, il faudra combien de vaccins au niveau mondial par an
pour que la population puisse être immunisée? Moi, je dirais une chose. Oui. Il faut qu'on soit capable de vacciner sur les variants. Et il faut qu'on soit capable de faire un rappel. Est-ce qu'il faudra vacciner chaque année? On ne le sait pas encore. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est capable, en 2022, d'avoir des vaccins pour les variants. Éventuellement, si on va dans cette direction, de couvrir les enfants. Les essais cliniques ont à peine commencé et vous savez qu'on est extrêmement prudent quand il s'agit des enfants sur la vaccination. Donc on va pas à pas. Donc aujourd'hui, ce sont les 10-18 ans qui sont testés et puis on va continuer à baisser l'âge. Et on sera en situation l'année prochaine de vacciner avec les chaînes de production, avec un rappel, la population mondiale. La difficulté, c'est est-ce que en 2023, on en aura besoin ou pas? Pas forcément, et on risque d'avoir un creux. Donc, il faut gérer ces à-coups dans la production en les accompagnant, les anticipant. Au passage, d'ailleurs, une question personnelle. Est-ce que vous pourriez vous faire vacciner avec un vaccin russe ou éventuellement chinois? Moi, tant qu'un vaccin a l'autorisation de mise sur le marché en Europe, qui est une des agences les plus sérieuses et rigoureuses au monde, je n'ai aucun souci sur l'origine du vaccin. Alors, autre question, et ça concerne aussi votre domaine de compétences, les polémiques se poursuivent autour de la gestion de la crise sanitaire, depuis la séquence des vaccins des masques, jusqu'à la campagne vaccinale, en passant par celle des tests. François Baroin, le président de l'Association des maires de France, considère, c'est aujourd'hui dans le Parisien, et je le cite, que les élus locaux savent mieux faire que l'État. Est-ce qu'il a raison? Et en tout cas, qu'est-ce que vous lui répondez à François Baroin? Je trouve que cette polémique n'a pas sa place aujourd'hui. Pourquoi? On n'est pas dans un combat de coq pour savoir qui fait mieux les uns que les autres. Et je crois que les Français ont bien vu que l'État avait été particulièrement efficace. Je pense notamment sur la gestion économique. L'État a développé en 15 jours des dispositifs qui ont permis d'accompagner plusieurs millions d'entreprises et de soutenir un salarié du privé sur 2. Alors vous dites combat de coq, c'est-à-dire? Et ça, les collectivités locales ne pouvaient pas le faire. Et je crois que cette crise marque le grand retour de l'État et de son utilité. Ensuite, les collectivités locales, elles ont une présence sur le terrain. Et lorsque nous avons travaillé main dans la main avec elles, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'observe que c'est souvent celles qu'on entend le moins, qui sont les plus efficaces sur le terrain. C'est-à-dire ? La réalité, c'est que lorsque les collectivités locales se sont mobilisées à nos côtés, justement pour faire en sorte de repérer les personnes qui étaient en difficulté, parce qu'au travers de leurs centres communaux d'aide sociale, elles pouvaient repérer ces personnes-là. On est allé plus vite sur la distribution de masques aux personnes vulnérables. On est allé plus vite sur les soutiens alimentaires. On a pu aussi organiser, et beaucoup de collectivités locales le font aujourd'hui, des centres de vaccination qui soient proches des personnes. Elles se sont mobilisées pour aller chercher les personnes isolées. Et c'est la force des collectivités locales. Et je pense particulièrement aux maires. Parce que c'est le maillon le plus proche du terrain. François Baroin, il parle en tant que président de l'Association des maires de France. Donc il a tout faux ? Il n'a pas tout faux. Je viens de vous l'expliquer. Mais je crois que cette idée d'opposition de l'État et des maires est un peu puérile entre nous. Et elle n'est pas à la hauteur de la crise que nous traversons. Puérile, politicienne, c'est... Probablement, elle a des arrière-pensées électoralistes. Mais les Français ne s'y tromperont pas. Ils ont bien vu l'efficacité de l'État sur le fonds de solidarité. Je pense que les indépendants l'ont bien mesuré. L'efficacité de l'État, les salariés qui n'ont pas été licenciés grâce au chômage partiel, l'efficacité de l'État sur le prêt garanti par l'État et aujourd'hui l'efficacité de l'État sur le plan de relance. Interroger les industriels, près d'une entreprise sur 3 aujourd'hui a déposé un dossier et elles seront très nombreuses à être accompagnées. On a plus de 1200 entreprises qui sont d'ores et déjà accompagnées par l'État sur des projets de croissance, de développement. On va parler justement de la sortie de crise, mais d'abord, une question aussi par rapport à la stratégie du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Marine Le Pen notamment, considèrent que le problème au niveau de la campagne vaccinale notamment vient du choix d'avoir tout misé sur une stratégie européenne ? Vous entendez cette critique Alors, cette critique, je l'entends. Moi, je voudrais répondre par le contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'Union européenne qui s'était positionnée pour accompagner la partie approvisionnement et production de doses ? Ça aurait été pire ? Mais bien sûr, pour 2 raisons. La première chose, c'est que les chaînes de production sont européennes. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui est en capacité de fabriquer 100% des composants et de la production du vaccin. Pas un seul. Donc nous sommes
dépendants les uns des autres. Et si nous avons pu monter en puissance ces chaînes de production, alors que nous étions plutôt moins, je dirais, équipés que la Chine, l'Inde ou les États-Unis, c'est précisément parce que nous avons fait alliance ensemble, que vous avez un pays qui fait le principe actif dans son plus gros site, qu'ensuite il passe la balle à la Belgique qui va faire la formulation, qui passe la balle à la France qui va faire le flaconnage, qui repasse la balle au centre de logistique qui éclate les doses sur l'ensemble des pays européens. Ça, c'est de l'efficacité. Deuxième élément, vous imaginez les pays à gros budget et à grande population qui négocient dans leur coin avec les laboratoires. Et de l'autre côté, des tout petits pays qui n'ont pas accès à ces négociations. Il serait passé quoi? Vous pensez que le virus va s'arrêter aux frontières? Vous imaginez le soulèvement des populations? Ça aurait été une trahison européenne absolument incroyable. Heureusement que l'Union européenne a pris, alors que ça ne faisait pas partie de ses compétences. Et je pense que la réalité, c'est que c'est plutôt une crise qui montre qu'on n'a pas assez d'Europe plutôt que trop d'Europe. Si l'Union européenne avait eu d'emblée toutes les compétences pour le faire, elle aurait pu aller plus vite, plus fort, plus haut. Est-ce juste de dire que la France, avec 3% de sa population doublement vaccinée contre le Covid, a beaucoup à apprendre d'Israël, où cette proportion est 13 fois plus supérieure? Alors, 13 fois supérieure, pardon. La France a une population quand même beaucoup plus importante qu'Israël, donc c'est un élément quand même de contexte. Et Israël a fait un choix qui est un choix qui s'est fait, je pense, avec l'accord de la population, qui est de partager ses données de santé. La France, je pense, n'aurait pas pu faire ce choix lorsqu'on voit ses données de santé le avec rapport Pfizer. Avec Pfizer, oui, tout à fait. Partager ses données de santé avec Pfizer. Ce sujet-là est extrêmement sensible en France. On a pu le voir sur les débats très longs au Parlement et dans la population, dans l'opinion publique, sur l'application Tous Anti-Covid, où vous ne partagez quasiment aucune donnée. Donc, ça, c'est un choix. Après, Israël a eu une campagne de vaccination extrêmement efficace. Il faut le dire. Et cette campagne de vaccination, elle sert aujourd'hui à tous les pays du monde. Parce qu'en partageant ces données, en partageant ces données, on obtient des informations extrêmement précieuses. J'en donne une parce qu'elle est tombée aujourd'hui. Aujourd'hui, en Israël, seuls 10% des personnes vaccinées sont admises aux urgences. Ça veut dire que 90% des personnes qui sont admises aux urgences pour le Covid n'ont pas été vaccinées. Donc, ça matérialise de manière très nette l'efficacité de la vaccination. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des pays qui sont en train de vacciner. Donc ça vous encourage à poursuivre, tout à fait. Et à dire à ceux qui nous écoutent, si vous avez peur de vous faire vacciner, il faut quand même le faire. Je dirais que prenez la tâche de votre médecin traitant, de votre pharmacien, de quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais moi, si vous m'interrogez, oui, j'ai confiance dans la vaccination et toute ma famille a confiance dans la vaccination et ils attendent plutôt la dose qu'ils n'anticipent le moment où ils devront y aller. Alors, autre débat, c'est le débat autour du pass sanitaire ou du certificat sanitaire. Thierry Breton annonce, c'était ce matin sur Europe 1, la mise en place du certificat sanitaire au niveau européen d'ici l'été. Est-ce que vous confirmez ? Alors, ça, c'est une discussion qui a lieu au Lui, niveau... il est tout à fait affirmatif. Au niveau européen, que nous devons mener à son terme. Il est très important d'avoir une homogénéité de position au niveau européen. C'est quoi une personne vaccinée ? C'est une personne qui a reçu une dose ou qui a reçu 2 doses ? Qui a reçu une dose ou 2 doses de quel vaccin ? Au bout de combien de temps se dit-on communément qu'on est protégé ? Puisque vous savez que ce n'est pas le premier jour. Ce sont les données donc techniques. C'est autant d'éléments sur lesquels nous devons tous être alignés au niveau européen. Et qu'est-ce qu'on fait ? À quoi sert cette indication que nous sommes tous vaccinés ? Est-ce que ça permet de voyager d'un pays à l'autre ? En tout état de cause, nous, notre enjeu, c'est autant que possible avant l'été de fluidifier la circulation entre pays, de ne pas avoir des règles du jeu qui soient différentes auxquelles les gens ne comprennent rien, a fortiori avant de possibles départs en vacances. Et puis, il faut avoir en tête le redémarrage de l'industrie touristique qui est un véritable poumon pour beaucoup de pays. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie et je pense évidemment à la France. Donc, nous ferons tout pour avancer sur ces sujets-là, tout en étant prudent et éthique. Éthique, parce qu'aujourd'hui, la vaccination n'a pas été ouverte à tout le monde, et donc donner des droits à des gens qui n'ont pas accès à un bien, ou plutôt les empêcher de faire des choses, est un problème. Et prudent, parce qu'il faut avoir une vraie analyse scientifique pour utiliser ce pass vaccinal. Alors Thierry Breton disait justement, ce
ce pass sanitaire ou ce certificat sanitaire, il doit servir, il peut servir, il va servir à sauver la saison touristique. C'est probablement, évidemment, un objectif, pourvu que ce que nous avons aujourd'hui comme bonne nouvelle sur la vaccination soit confirmé dans les prochaines semaines. Et ça doit passer par une loi, par un projet de loi, par une vote au Parlement ? Alors, aujourd'hui, lorsque vous passez d'un pays à l'autre par avion, par exemple, chaque pays définit les modalités d'entrée sur son territoire. Elles ne sont pas nécessairement définies par la loi. Le fait de devoir faire un PCR obligatoire 24 heures avant ou 72 heures avant tel pays n'est pas nécessairement fixé par la loi. Ça dépendra à quoi vous avez accès dès lors que vous avez ce certificat ou ce pass. Et c'est un travail qui doit être fait au plus près et de la manière la plus démocratique possible aussi. Parce que ça peut donner accès à des vols, à des voyages, à ouvrir l'industrie touristique, et également aussi la restauration et l'industrie de la culture. Vous avez l'enjeu intérieur, sur lequel c'est une discussion qui doit se faire de manière démocratique, et vous avez l'enjeu de circulation avec les autres pays, où là, on est dans la négociation diplomatique, donc c'est pas tout à fait le même jeu. Mais pour terminer avec ce sujet, vous êtes favorable à ce pass sanitaire ou ce certificat sanitaire ? Le gouvernement français est-il favorable ? Le gouvernement français a toujours dit. Parlé en premier. Le gouvernement français a toujours dit qu'il fallait être prudent à date, puisque nous n'avions pas les éléments aujourd'hui, compte tenu du nombre de personnes vaccinées et du peu d'informations dont nous disposons encore, pour confirmer que lorsque vous êtes vacciné, vous n'êtes pas porteur du virus, parce que c'est ça le problème. Vous vous protégez vous-même avec la vaccination. Est-ce qu'il y a une probabilité que vous portiez le virus? On commence à avoir des données qui semblent indiquer le contraire, mais on n'en est pas sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement d'éclaircir la façon dont on l'utilise. Et là aussi, transparence, approche démocratique et diplomatie entre pays pour avoir le plus de fluidité et d'homogénéité au niveau de l'Union européenne. Alors, crise sanitaire toujours, les chiffres de l'Île-de-France paraissent problématiques. Valérie Pécresse considère que l'on n'évitera pas des mesures restrictives dans les jours qui viennent. Est-ce que vous confirmez ? Alors, si effectivement la crise se poursuit, nous adapterons, comme nous l'avons toujours fait, notre arsenal de mesures. Mais je veux dire ici une chose. La France est l'un des rares, voire le seul pays des grands pays européens qui n'a pas fermé ses écoles depuis le début de l'année scolaire. C'est un objectif très important de maintenir l'école ouverte. Ça veut dire aussi que la stratégie sanitaire que nous avons eue a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire aussi, et c'est montré à nouveau par des études d'épidémiologie, que la première des mesures, la plus efficace pour éviter la transmission du virus, c'est le respect des gestes barrières. Ça veut dire que tous les Franciliens ont réussi jusqu'ici à tenir en respectant ces gestes barrières et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde parce que on le voit bien, c'est ces semaines qui sont cruciales avec la montée de la vaccination qui va permettre progressivement, j'espère, de vider les urgences. Si on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de personnes âgées qui arrivent aux urgences, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des personnes il plus faut jeunes. continuer. De fait, si vous enlevez le dénominateur des personnes âgées, vous retrouvez des personnes plus jeunes. Mais en revanche, il ne faut vraiment pas baisser la garde. On voit la lumière au bout du tunnel, mais c'est les dernières semaines où il faut respecter les gestes barrières et ne pas baisser la garde. Toujours sur l'Île-de-France, le problème, c'est la pression sur les services de réanimation dans les hôpitaux d'Île-de-France. Est-ce que cette pression peut contraindre le gouvernement à un reconfinement le week-end en Île-de-France ? C'est un sujet sur lequel le ministre de la Santé et des Solidarités travaille. Vous avez vu qu'il a annoncé notamment des transferts de patients dans des régions qui sont aujourd'hui moins sous pression. Je pense que c'est une manière positive de traiter aussi le sujet. Il faut à la fois soulager par des mesures adaptées les services de réanimation en permettant d'avoir accès à plus de lits, des lits dans le privé, des lits dans le privé non lucratif aussi, des opérations qu'on peut décommander ou reporter, et puis renforcer notre arsenal de mesures barrières. Alors, vous avez vu, nous l'avons fait, des fermetures, par exemple, de centres commerciaux de taille trop importante où les gens risquent de se croiser. Donc, nous suivrons la situation au plus près pour prendre les bonnes mesures et en concertation avec les élus locaux, en particulier les maires. Un exemple,
Un maire tout seul dans une région aussi dense que l'Île-de-France ne peut pas prendre une décision parce qu'il est tellement intriqué avec les autres maires que sa décision ne fonctionnerait pas. Donc c'est vraiment une concertation large qui doit être Vous dites, menée. nous prendrons la décision dans les jours qui viennent. Ce sera la semaine prochaine? Alors là, ça fait plusieurs semaines qu'on nous annonce des choses qui ne se passent pas. Moi, je suis attachée aux faits et à la réalité. Combien de lits sous tension ou pas sous tension dans les réanimations d'Île-de-France? Quelle est la circulation du virus? Quelles sont nos capacités à débloquer plus de places en réanimation? Ça, c'est la réalité des choses et c'est comme ça qu'on travaille, pas sous la pression des commentateurs. Par rapport au lit de réanimation, l'urgentiste et syndicaliste Christian Prudhomme considère aujourd'hui qu'il faudrait ouvrir des lits en réa plutôt que de faire des transferts de patients dont nous avez parlé de Paris vers la province. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que l'un n'empêche pas l'autre. Et que je pense que c'est une très bonne idée. On l'a vu, ça a très bien fonctionné sur la première vague, notamment lorsqu'on a pu desserrer les taux sur Grand Est en transférant des patients. Et je pense que ce qui compte pour les familles de ces patients, c'est que ces patients soient le mieux pris en charge possible. Et donc, baisser la pression sur les services d'Île-de-France est une bonne mesure. Avec aussi une question qui vous concerne aussi en tant que ministre de l'Industrie, c'est le problème de la question des traitements. La France a fondé des espoirs notamment sur les anticorps monoclonaux, avec pourtant des incertitudes a priori quant à leur efficacité et des interrogations sur le coût du traitement. Alors qu'en est-il par rapport à ce traitement dit des molécules des anticorps monoclonaux? Alors, première chose, nous regardons systématiquement tout ce qui peut nous aider à lutter contre la Covid. Nous avons adapté les traitements, enfin les médecins en réalité ont adapté les traitements dans les services de réanimation et on voit que ça porte ses fruits puisque le taux de décès a diminué entre le premier et le deuxième confinement. Et nous regardons tous les traitements. Dans les traitements potentiellement prometteurs, il y a les anticorps monoclonaux. Et vous en êtes certaine, c'est prometteur? C'est prometteur. La FDA a donné des autorisations temporaires d'utilisation il y a quelques semaines. Donc, la FDA, c'est l'autorité américaine ouais. qui est l'équivalent de l'Agence européenne du médicament. Nous avons nous-mêmes, mais au même titre que d'autres pays, regardé les analyses, nous protocolisons et nous suivons les résultats. Et effectivement, il semblerait que les anticorps monoclonaux puissent avoir une efficacité sous certaines conditions. Il faut évidemment plutôt privilégier les gens à risque. Ça n'a pas de sens de les donner à des personnes qui ne présentent pas de profil de risque. Et il faut le faire le plus tôt possible au moment de la déclaration de la maladie. C'est évidemment complexe, puisque ça veut dire que c'est quasiment aux premiers symptômes qu'il faut pouvoir les administrer. Enfin, troisième chose, ça doit être fait sous examen, sous surveillance hospitalière, parce qu'il y a différentes raisons sur lesquelles je ne suis incompétente en tant que non-médecin de le faire. Donc, nous nous privons d'aucun levier et d'aucun traitement pour lutter contre la Covid. Les petits traitements, les moyens traitements, les grands traitements. Alors, traitement de l'économie et de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, est juste de penser que la reprise post-pandémie sera plus simple, paradoxalement, qu'après une crise financière, notamment celle de 2008. En tout cas, c'est une reprise qui se fera dans des conditions où ce n'est pas les fondamentaux économiques qui ont été attaqués, c'est une situation qui est liée à des éléments exogènes à l'économie. Lorsque vous êtes arrêté de travailler, vous êtes arrêté de travailler. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais restaurateur, que votre clientèle n'est pas fidèle. Donc, au moment où ça repartira, il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas quand même, très fortement. Avec quand même des interrogations quant à l'avenir de certaines entreprises, de certains secteurs. Certains disent, par exemple, dans la restauration, ça sera une, voire deux entreprises sur trois qui devra déposer son bilan. Moi, je ne partage pas cette approche. D'abord parce que l'État a déployé des mesures qui sont sans commune mesure avec aucun autre pays d'Europe et du continent américain. Aucun autre pays. Que ce soit le prêt garanti par l'État, que ce soit le fonds de solidarité pour les indépendants, aucun autre pays n'a fait autant d'efforts pour soutenir ces entreprises. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir, je pense, un effet de retrouvailles avec ce secteur de la convivialité. Et d'ailleurs, vous le prévoyez quand ça? Parce que votre collègue Gabriel Attal avait dit mi-avril, la sortie de crise quelque part. Jean Castex et Olivier Véran disent fin avril, début mai.
Vous pensez que ça sera quand? Le plus vite possible. Oui, non, je crois qu'on est tous dans les mêmes dates. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne vais pas faire ma prévision. Vos collègues ne sont pas non plus Monsieur ou Madame Irma. Non, mais je pense que je n'ai pas de raison d'avoir une prévision différente de celle de mes collègues. C'est quand, entre mi-avril et début mai? J'espère que début mai, on pourra commencer effectivement à desserrer certaines contraintes. Il faut donner de la visibilité à ce secteur de la convivialité. C'est important. Donc vous pensez à la restauration, à la culture? La restauration, la culture, évidemment, vous avez raison. Les musées, les salles de spectacle, si ça pouvait rouvrir, je pense qu'on en serait tous ravis. Avec des protocoles, avec probablement des étapes, en privilégiant les activités à l'extérieur versus les activités à l'intérieur, puisqu'on sait que c'est à l'intérieur surtout qu'on attrape le virus, et de manière progressive. Alors, par rapport au plan d'aide européen, qui est certes un grand succès diplomatique, mais avec quand même un problème, avant d'être mis en œuvre, il doit être voté par tous les pays, ce qui va prendre des mois, peut-être jusqu'à 1 an. Est-ce que ce plan ne risque pas d'être un plan, non pas pour 2021, mais pour 2022 ? Mais en tout état de cause, nous l'avons d'ores et déjà intégré dans nos perspectives. Et avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, nous sommes en train de déployer à marche forcée le plan français. Le plan français, 100 milliards d'euros, intègre les 40 milliards d'euros du plan européen. Donc, nous sommes employés avec la Commission européenne. Donc, vous avez anticipé l'accord de l'Europe. Nous sommes employés à regarder quelles étaient les mesures dans le cadre de notre plan de relance qui correspondaient aux objectifs et aux priorités européennes. Ça tombe bien, c'est les mêmes priorités. La transition écologique, la transition numérique et l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises et la cohésion sociale. Alors, dans votre actualité, le cas de Bosch France, est-ce que vous avez eu des assurances de la part de la direction d'entreprise quant à notamment l'objectif de 0 départ contraint? Alors aujourd'hui, je vais juste resituer ce dossier. Donc Rodez, c'est le site de Rodez de Bosch. C'est un site qui produit pour notamment le secteur diesel, qui est sous surveillance étroite, on va dire, depuis plus de 2 ans, puisque nous avons des discussions. Il y a eu un accord depuis plus de 3 ans maintenant, pardon. Depuis début 2018, un accord avec les salariés pour remettre de la charge dans l'usine. Et en novembre dernier, en comité d'entreprise, le directeur de Bosch France a indiqué qu'il pouvait considérer une fermeture du site. Donc 0 départ contraint. Qu'il pouvait considérer une fermeture du site. Une fermeture. Donc ça veut dire... Donc la première chose que nous avons fait, en mobilisant les élus locaux, et je veux remercier les organisations syndicales parce que je pense qu'elles se sont mobilisées efficacement, la première chose, c'est d'évacuer ce scénario catastrophe. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que ce site ne va pas fermer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on doit s'en satisfaire ? Certainement pas. Donc, le deuxième enjeu, c'est d'avoir le maximum d'emplois maintenus sur le site. Bosch articule le chiffre de 500. Je pense qu'on doit aller plus loin. C'est-à-dire ? Avant de parler de départ. Je pense qu'on doit aller plus loin. Je laisse Bosch faire des propositions. Et pour aller plus loin, il faut aussi avoir en face les charges, les activités que Bosch veut mettre sur ce site de Rodez. La troisième chose, vous l'avez signalé, c'est effectivement de tendre vers un 0 départ contraint. Mais attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Il y a le nombre d'emplois qu'on maintient sur le site et il y a la manière dont est conduite le PSE, dont est conduite plutôt le plan d'accompagnement, pré-retraite, plan de départ volontaire. Ça, c'est à Bosch de nous faire des propositions. Mais effectivement, moi, je demande à Bosch de faire 0 départ contraint. 3 minutes, 3 questions. Un sondage IFOP pour l'UEJF et SOS Racisme est publié aujourd'hui dans le JDD. Alors, malgré une prise de conscience du racisme et de l'antisémitisme, les préjugés haineux persistent. Comment vous l'expliquez et comment on lutte contre ces préjugés haineux, contre le racisme et contre l'antisémitisme ? Très rapidement. Très rapidement. Les préjugés, c'est quelque chose que l'on cultive lorsqu'on n'est pas exposé à l'altérité. Et donc, la seule manière de le combattre, de tout temps, c'est l'éducation. Il faut éduquer. L'éducation nationale a un rôle en ce sens. Les parents ont un rôle. Les institutions dans leur ensemble doivent porter un message très clair sur le caractère inacceptable de l'intolérance et d'ouverture et d'explication. Les institutions, peut-être aussi les familles. Les institutions et les familles, j'ai dit les parents. Oui, les parents, vous avez dit. Alors, l'islamo-gauchisme, Agnès Pannier-Runacher, est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'il gangrène l'université française, comme le dit votre collègue Frédéric Vidal, et au-delà la société française, l'islamo-gauchisme ?
Alors, je dis une chose, c'est que dans l'université, il ne faut pas détourner le regard sur des situations où on interdit une conférence, on voue aux gémonies telle personne qui aurait pris des positions sur l'islamisme politique, et que le combat contre l'islamisme politique, il doit se faire comme tous les combats sur de l'entrisme politique à caractère haineux. C'est ce qu'on a vu notamment à Grenoble, Sciences Po Grenoble. Voilà, donc ça, ce n'est Est-ce que ça, enfin, je veux dire, le gangrène mot gangréner l'université française est un mot qui est fort, et fort. C'est pour ça que Frédérique Vidal a raison de dire, faisons une enquête, mettons des faits et des chiffres sur la situation plutôt que d'hystériser le débat, mais ne détournons pas le regard sur ces comportements ponctuels que l'on peut voir. Deux dernières questions. On entend une petite musique à gauche qui met sur le même plan Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et question collatérale, vous faites quoi en cas de second tour Mélenchon-Le Pen? Votez pour qui? Alors, première question qui répond aussi à la deuxième question. Enfin, cette idée de tout de suite projeter le deuxième tour veut dire qu'on n'aurait pas fait le premier tour. Enfin, moi, je ne peux pas me ranger à ça. Et donc, moi, je suis d'une culture où on avait un projet de gauche responsable contre un projet de droit responsable. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de montrer que les carcans idéologiques de la gauche et de la droite, on va dire donc républicaine, devaient être dépassés. Ouais. Ce qu'il a fait. Mais que la gauche, je dirais plus protestataire, présente un projet. Qu'est-ce qui empêche Madame Hidalgo et d'autres d'être au deuxième tour? Mélenchon-Le Pen. Et Mélenchon-Le Pen, non. Moi, je me battrais pour qu'on ait un deuxième tour où il n'y ait ni Mélenchon, ni Le Pen, parce que ça serait une vraie défaite de la pensée. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée des Césars? Donc, c'était vendredi soir, marqué par des discours contre les choix du gouvernement relatifs à la culture, par le striptease de Corinne Maziero, ou encore par l'hommage de Jean-Pascal Zadi à Adama Traoré. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais dire une chose. Ouais. La France est le pays qui a déployé le plus de soutien pour la culture. Je suis en contact avec des artistes. Je discutais notamment avec le responsable de l'Orchestre national de France. Tous les artistes étrangers nous envient et leur envie nos systèmes. Donc vous parlez du statut des intermittents. Donc je trouve qu'il y a un décalage. Ouais. Non, ça, statut des intermittents, les aides aux institutions culturelles. Il y a un décalage assez marqué entre la réalité de l'accompagnement qui a été fait pour la culture, parce que c'est une tradition française, parce que c'est une priorité française, et ce qu'on a pu entendre pendant cette cérémonie. Je le regrette, parce que je pense que, là encore, la politique politicienne n'a pas sa place en temps de crise. Vous dites, on ne mérite pas ça. Je dis c'est décalé par rapport à la réalité, et je les invite à prendre contact avec les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Italiens pour comparer leur situation. Merci. Je ne connais pas de pays qui ait fait une année blanche pour les intermittents du spectacle. D'ailleurs, pas beaucoup de pays ont un statut d'intermittent. Merci en tout cas Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci.